Bonsoir, bonsoir mes amis de WhatsApp. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Tozo continue kaka kotalisa bino tanke ba information ebimi biso pe tobandoya toujours kolakisa pe kotalisa peuple na biso pona koyeba information. Yango bozomona Europe eza développée à partir ya ba information. Ba noir ba africain balingi vraiment information mingi te balingi kotala ba bloko eza na tina te information nde eza kosala muto aye ba ko réfléchir kitoko yango nazomona bango mindele bazokende ko sala ba technologie ebele parce que tant ba ozo ba information maile eza koya toza na papa na biso na asire mundele na biso bomoni bakomi kombo ya William Cohen azali un américain ayebisi Kagame ke bitumba eza kaka po na minduki te na armée te mais faci abeti ye na politique yango nde eza makambo na asi nazotia biso nyonso tu tolanda yango. Merci beaucoup. Paul Kagame s'est longtemps illustré comme un stratège militaire impitoyable. Son influence au Rwanda et dans la région repose sur une main de fer, une armée disciplinée et des actions souvent controversées au-delà de ses frontières. Mais aujourd'hui, il fait face à un adversaire d'un tout autre calibre, un stratège politique pur, qui ne joue pas avec des armes, mais avec des alliances et des accords secrets. Félix Tshisekedi vient de lui prouver que le pouvoir ne se gagne pas seulement sur le terrain militaire, mais avant tout à travers la diplomatie. Herman Cohen, ancien secrétaire d'État américain, l'a résumé parfaitement. La force politique ne réside pas dans les armes, mais plutôt dans la diplomatie. Voyons ensemble comment Tshisekedi a renversé la dynamique en faveur de la RDC. Première, l'illusion de la supériorité militaire. Pendant longtemps, Paul Kagame a cultivé une image de leader militaire invincible. Sa stratégie, un réseau de forces régionales bien organisées, des opérations militaires décisives et une influence écrasante sur la RDC. Son armée a mené plusieurs opérations sur le sol congolais, exploitant la faiblesse politique et militaire du pays. Il a bâti une influence forte sur l'économie des régions frontalières, notamment par le contrôle des ressources minières. Son gouvernement a été perçu comme un modèle d'efficacité et de discipline, attirant même le soutien de certaines puissances occidentales. Mais cette stratégie présente une faille majeure. Elle repose sur la peur et la coercition. Or, en politique internationale, l'image et la légitimité comptent bien plus que la force brute. Et c'est exactement là que Tshisekedi a frappé. 2. La réponse tactique de Tshisekedi. La diplomatie de l'ombre. Pendant que tout le monde attendait Tshisekedi à Luanda pour des négociations de paix classiques, il a pris tout le monde par surprise en se rendant à Doha, au Qatar. Pourquoi ce choix? Le Qatar est un acteur majeur de la diplomatie mondiale, souvent impliqué dans les conflits internationaux en tant que médiateur. Cette démarche a renforcé l'image de Tshisekedi comme un leader capable de sortir du cadre traditionnel des négociations africaines. Kagame, qui s'appuyait sur sa puissance militaire, s'est retrouvé isolé face à un front diplomatique imprévu. Ce mouvement a permis à Tshisekedi de marquer des points sur la scène internationale. Il a commencé à redéfinir les alliances et à démontrer que la RDC pouvait se positionner comme un acteur clé dans la région. Troisième, la douche froide pour Kagame. Ce qui s'est passé ensuite a été un véritable électrochoc pour Kagame. Les Nations Unies ont intensifié leur surveillance sur les interventions militaires rwandaises. Des accords ont commencé à émerger qui défavorisent le Rwanda et remettent en cause son influence en RDC. Tshisekedi, en élargissant son réseau diplomatique, a commencé à saper progressivement la base de pouvoir
de Tshisekedi n'a pas été militaire, mais politique. Il a réussi à positionner Kagame non plus comme un leader fort, mais comme un prédateur isolé sur la scène internationale. La vraie puissance est diplomatique. Voilà, la tête. Si cette histoire nous enseigne quelque chose, c'est bien ceci. Les armes peuvent gagner des batailles, mais la diplomatie gagne les guerres. L'influence internationale, les alliances stratégiques et la vision à long terme comptent plus que la force brute. Tshisekedi vient de prouver qu'une guerre peut se gagner sans tirer un seul coup de feu. Paul Kagame, qui a longtemps dominé la région par sa force militaire, est en train de vivre l'une des leçons politiques les plus dures de sa carrière. La vraie question est, saura-t-il s'adapter ou sera-t-il dépassé par cette nouvelle époque où la puissance ne repose plus sur les armes, mais sur la stratégie diplomatique? Si cette analyse vous a ouvert les yeux sur la réalité des jeux de pouvoir en Afrique, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses politiques. Et surtout, dites-moi en commentaire, pensez-vous que la diplomatie est plus puissante que les armes dans le contexte africain? Oui. À très vite pour une nouvelle analyse incisive. Qui s'oppose au rejet des déchets mélangeurs sur les boulevards. Une délégation des anciens stagiaires de l'Agence japonaise de coopération internationale a effectué une descente pour conscientiser les usagers à la conservation du boulevard Congo-Japon. Un axe vital pour la mobilité et l'économie de Kinshasa. Aujourd'hui, cette artère subit des dégradations inquiétantes dues à l'obstruction des caniveaux. Avec l'appui de l'Agence japonaise de coopération internationale, c'est-à-dire ne pas jeter le déchet dans les boulevards à niveau, mais jeter dans les poubelles. Ça permettra à ce que notre environnement soit sain et que ce boulevard pourrait encore prendre beaucoup d'années. À cet effet, une mobilisation citoyenne est essentielle pour sa préservation. Un boulevard propre réduit les coûts de réparation et améliore la circulation. Les infrastructures durables renforcent le développement économique. Un environnement sans bénéficier à tous, souligne le conseiller de Asujika. Seigneur messieurs à Kinshasa, pour les préparatifs des rencontres très contents pour la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde qui va concomitamment se jouer dans 3 pays, notamment les États-Unis d'Amérique, le Mexique et le Canada en 2026. Le 9 joueurs présents à la capitale congolaise, depuis dimanche, dont Jérémy Ngakia, les nouveaux venus, ont participé à la toute première séance d'entraînement qui s'est déroulée dans la salle gym de l'hôtel où sont logés les notables alors que Roki Bouchéri et Fiston Kalala Maeri ont rejoint la tanière le lundi à midi et ont été exemptés de cette séance. Sont arrivés dans la soirée Joris Kayembe, Inyo Gabaka, Edo Kayembe, Samuel Essende, Arthur Maswako, les portiers Lionel Passy. Les uns après les autres, Yohan Missa, Ngalael Mukaou, Dimitri Bertrand gardien de but, Simo Banza, Cédric Bakambu, Noah Sadik et Chancel Deba ont aussi rejoint les groupes. Soulignons que tout se passe à merveille avec la conduite du sélectionneur-manager Sébastien Dessart. Les groupes s'affichent au grand complet et la séance d'entraînement du mardi s'est déroulée à Miko, au stade des Martyrs de la Pentecôte. À notre famille, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et le président du Rwanda, Paul Kagame, se sont rencontrés mardi 18 mars au Qatar sous la médiation de l'émir afin de parler de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Selon l'agence Reuters, cette rencontre se tient à la date marquée également pour le début des négociations entre le gouvernement et le 1-23. Après le désistement du 1-23, ces négociations n'ont pas eu lieu. Diplomatie surprise à Doha, Tshisekedi et Kagame seuls dans ce qu'il peut immédiat, rapporte ONU.
Dans un coup de théâtre diplomatique, le président de la République Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame, rivaux de longue date, se sont accordés mardi à Doha sur un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel sous l'égide de l'émir du Qatar. Cette rencontre inattendue, officialisée par un communiqué conjoint, ouvre une fragile fenêtre d'espoir pour apaiser les tensions dans l'est de la RDC, malgré le retrait surprise du 1-23 et pour parler de Luanda, un pas historique mais semé d'embûches. RDC, plus de 130 personnes enlevées par le 1-23 dans des hôpitaux de Goma, selon Amnesty International, relaye Actualité CD. Les combattants armés du 1-23 ont fait irruption dans les hôpitaux Est-Africa et CBCA Ndosho à Goma dans la nuit du 25 février et la matinée du 3 mars, enlevant plus de 130 personnes, dont des militaires congolais blessés et des soignants, a dénoncé Amnesty International mardi. Selon l'Organisation des droits de l'homme, ces personnes ont été emmenées de force dans un stade de la ville où certaines ont été torturées, des otages ont été fouettés et contraints de s'allonger au sol, tandis que les combattants du 1-23 faisaient pression sur eux pour qu'ils rejoignent le groupe armé. Ituri, plus de 30 écoles fermées depuis fin février suite à l'insécurité dans les zones la plus titre CD. Ces affrontements entre les forces armées de la RDC et un groupe armé identifié comme une nouvelle milice au littoral du lac Albert, en chefferie de Bahema, Banoazi, territoire de Djougou en Ituri, affectent la scolarisation de plusieurs enfants dans cette partie est de la RDC. OCHA RDC, dans son rapport rendu public en mi-mars 2025, indique qu'une trentaine d'écoles ont fermé leurs portes suite aux violences armées orchestrées par ces affrontements dans la localité de Yamamba. Merci les amis de WhatsApp, nasi tokomi na suka ya émission na biso. Merci, au revoir.